Bon, je pense qu'il est temps de reprendre nos débats. Je vous invite à vous asseoir. Alors je me présente, je suis Frédéric Cofferon, directeur général de l'APCARS, une association socio-judiciaire qui intervient au TG de Paris, de Bobigny, de Créteil et de Marseille. Nous sommes concernés par cette question de l'objet connecté prolongement de la prison à double titre, puisque nous sommes prêts à réaliser des enquêtes sociales rapides dans le cadre d'aménagement de peine ab initio, notamment dans le cadre de placement sous surveillance électronique, et nous gérons des centres d'hébergement pour sortants de prison dans le cadre d'aménagement de peine, et en particulier de personnes placées sous surveillance électronique également. Nous attendons deux de nos intervenants, mais je vous propose de commencer d'ores et déjà présenter les personnes présentes et d'introduire le sujet. Alors à ma droite, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Boisel, maître Boisel, qui est avocate au barreau de Paris, qui exerce principalement en droit pénal et plus particulièrement dans le cadre de l'application des peines et du droit pénitentiaire. Elle exerce également la fonction de présidente de la section française de l'OIP. Merci pour elle. À ma gauche, monsieur Yannick Royer, directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Maine-et-Loire depuis 2011. Auparavant, il exerçait dans le Morbihan et dans l'Essonne. Et au sein de ce dernier département, il a eu pour projet de construire et de monter une équipe sur les aménagements de peine, spécifiquement aux aménagements de peine, et mettre en place en particulier les premiers PSE à titre expérimental en France. Depuis le début des années 2000, il s'est tout spécialement intéressé et spécialisé dans la surveillance électronique et il a participé par ailleurs à de nombreuses années à des travaux européens. Nous accueillerons également Josiane Héroux, juge d'application des peines au TG de Nantes, ainsi que Maître Bianchi, qui est également avocate et que nous espérons d'ici quelques minutes, sous peu. Alors, brièvement introduire le sujet, c'est un peu remonter à la préhistoire du placement sous surveillance électronique. On ne va pas remonter très loin puisqu'il s'agit du début des années 80. En 83 en particulier, puisque cette innovation nous vient des États-Unis comme beaucoup d'innovations, un juge américain, le juge Jack Love, qui exerçait à l'époque en 83 au Nouveau-Mexique, a eu l'idée de solliciter un ingénieur pour mettre en place le premier concept de bracelet électronique. Alors la petite histoire veut qu'il s'est inspiré, ce juge, des aventures de Spider-Man. Et ce qui me fait dire que s'il avait lu à l'époque évidemment Tintin, cette table ronde n'aurait sans doute pas eu lieu et les 28 500 personnes placées sous surveillance électronique en 2014 en France ne l'auraient pas été également. Donc quoi, ça tient aussi à peu de choses. À l'issue évidemment de cette expérimentation, l'ensemble de l'Amérique du Nord s'est engouffré dans cette pratique de la surveillance électronique. C'est venu ensuite petit à petit en Europe. Dans les années 90, et plus particulièrement à la fin des années 90, aujourd'hui, la grande majorité des États européens utilisent la surveillance électronique. Et la France, en fait, assez tôt, en 89, à travers le rapport Bonne Maison, avait défendu l'idée de recourir à la surveillance électronique pour limiter la surpopulation carcérale. Et en 96, ensuite, le rapport Cabanel a envisagé l'assignation à domicile sous surveillance électronique comme un instrument efficace et financièrement avantageux de prévention de la récidive. Enfin, la loi, bien sûr, est venue à plusieurs reprises définir puis affiner le cadre de la pratique de la surveillance électronique. Ça a commencé par la loi du 19 décembre 1997 qui permettait d'y recourir pour les prévenus à la place de la détention provisoire, jusqu'à celle beaucoup plus récente de la loi du 15 août 2014. En tout, 8 textes législatifs se sont succédés et illustrent une ouverture de plus en plus large du recours à la surveillance électronique, du présententiel au post-sententiel et des majeurs aux mineurs. Enfin, un guide méthodologique, pour votre information, existe sur le placement sous surveillance électronique que l'on peut trouver via la circulaire du 28 juin 2013. Alors, techniquement, on y reviendra puisque nous avons le plaisir de vous présenter juste après le matériel qui vous a été apporté. Il existe deux formes de placement sous surveillance électronique, celle dite fixe et celle dite mobile. La surveillance électronique, bien sûr, on l'évoquera un peu moins. Maître Bianchi, bienvenue.
Voilà. Bien sûr, la surveillance électronique, c'est aussi, comme on l'a dit au tout début de cette conférence, un business. Hein, c'est aussi des technologies qui se vendent, des technologies privées qui font l'objet d'innovation, qui s'améliorent d'année en année, qui font l'objet de génération, on parle de génération de matériel. Et si en réponse, en tout cas, à ces législations et à ces évolutions, la France a connu une montée en charge progressive de l'accès et du recours à la surveillance électronique. On parle de 9000 personnes en 2007 placées sous surveillance électronique, jusqu'à 28 000, comme je disais, en 2014. Plusieurs questions, évidemment, aujourd'hui nous mobilisent et nous questionnent, nous interrogent sur la pratique, l'organisation, les acteurs, les limites du recours et les profils des personnes qui bénéficient de surveillance électronique, surtout dans un contexte, évidemment, où la question de la tranquillité publique, des risques, de la dangerosité, d'état d'urgence se pose évidemment de manière beaucoup plus aiguë qu'auparavant. Donc je serai amené à solliciter également de manière un peu complémentaire à cette approche sur le bracelet électronique, que l'on appelle un bracelet électronique assez classiquement, Maître Boisel, sur un autre aspect finalement de ce sujet, de l'objet connecté prolongement de la prison, à travers notamment les parloirs, et les parloirs Skype en particulier, de nouvelles modalités de communiquer, de modalités également de projeter la prison en dehors de la prison. Donc on abordera également cet aspect-là à travers son témoignage et son analyse, à la fois en tant qu'avocate et en tant que présidente de l'OIP. Sans plus attendre, je vous propose de passer la parole à Madame Méraud, qui a cette expérience et cette pratique du placement sous surveillance électronique à travers plusieurs questions que je vais lui avancer tout de suite. Est-ce que, par exemple, les profils, est-ce que ce sont toujours les mêmes, les profils de personnes placées sous surveillance électronique? Quels sont les critères d'éligibilité, entre guillemets, au placement sous surveillance électronique? Quels sont les risques encourus en cas de violation de cette surveillance? Et puis, quels sont aussi, à travers l'évolution du rôle qu'on a assigné aux magistrats, notamment en termes de prévention de la récidive, où la question de la dangerosité est au cœur des débats. Est-ce que cet outil, le placement sous surveillance électronique, est-ce qu'il est de nature à répondre à cette problématique-là? Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que dans votre pratique, c'est quelque chose que vous abordez et que vous évaluez plutôt positivement? Voilà. Donc oui, Josiane Hérault, juge d'application des peines. Alors moi, je me suis demandé la surveillance électronique, en quoi est-ce que ça change quelque chose en matière d'application des peines, en quoi ça peut apporter des innovations en matière d'application des peines. Et effectivement, je me suis, sur votre suggestion, je me suis intéressée concrètement, qu'est-ce qui fait que le juge d'application des peines ou les juridictions d'application des peines vont accorder ou pas une surveillance électronique, donc le profil des condamnés que l'on va sélectionner. Et effectivement, après, je ferai peut-être un développement plus particulier sur cet aspect qui est effectivement de plus en plus pressant, la dangerosité en matière d'application des peines, et là encore, ce que éventuellement la surveillance électronique peut apporter. Alors, sur le profil des condamnés qui sont concernés, alors bien sûr, il y a des conditions qui sont incontournables et qui sont fixées par les textes. Donc là, je vais pas vraiment les développer, mais vous les connaissez sans doute. C'est des conditions qui sont légales, principalement le quantum de peine. Je ne sais pas si vous êtes revenu, mais sur le quantum, actuellement, on est sur une peine d'emprisonnement donc pour accorder un placement sous surveillance électronique. Alors pour l'instant, je parle du PSE fixe. PSE, donc, où la peine maximale est de 2 ans, et puis où un reliquat de peine maximum de 2 ans, qui est ramené à 1 an pour les récidivistes. Alors, cette question du quantum de peine, elle est de façon récurrente remise en question, elle a été plus restreinte, voilà, mais il y a des enjeux en termes de politique pénale sur ces quantums, mais pour l'instant, donc c'est 2 ans, 1 an. Après, il y a d'autres conditions qui sont prévues et qui sont liées tout simplement à l'hébergement, puisque nous, on a une population pénale qui fait que l'hébergement
Concrètement, c'est un élément qui est discriminant, puisque on a quand même beaucoup de personnes qui sont condamnées, qui n'ont soit pas du tout de logement, ou en tout cas pas un logement fixe, et qui de fait vont être exclus de toute possibilité de surveillance électronique. Alors, sachant que de plus en plus on travaille avec des structures d'insertion qui vont accepter de donner le fameux accord du maître des lieux, je pense notamment au CHRS, qui vont accepter à un moment donné qu'on place des condamnés, ce qui élargit en fait les possibilités pour nous, et ça c'est très intéressant. Il y a des conditions qui sont purement matérielles, bon, là, que je ne vais pas développer, mais maintenant avec l'évolution des technologies, ça reste de moins en moins un frein pour nous, parce que les blocages purement techniques, maintenant on en rencontre quand même très très peu. Et voilà, on est de moins en moins limité par les conditions techniques liées au bracelet électronique. Après, sur l'octroi d'un placement sous surveillance électronique, il y a des conditions qui sont liées à un aménagement de peine de façon générale. Là encore, je ne vais pas développer, mais on est sur les conditions qui sont posées par le Code de procédure pénale en termes d'insertion, de prévention effectivement de la récidive, la protection des intérêts de la victime. On travaille sur un projet d'aménagement de peine, donc qui va être articulé autour du travail, de la famille, des soins éventuellement, mais ça n'a rien de spécifique en fait à la surveillance électronique. Il y a peut-être deux spécificités que le juge d'application des peines va être amené à prendre en considération pour ce type de mesure. C'est en fait qui relève des traits de la personnalité du condamné. Il y a par exemple certains profils que presque d'emblée on va exclure de ces dispositifs, et je pense notamment aux condamnés pour lesquels est diagnostiquée une paranoïa ou des tendances paranoïaques, et c'est pas rare dans notre population pénale. Et alors c'est pas rédhibitoire bien sûr, mais quand même pour un profil de condamné qui présente des tendances paranoïaques, la surveillance électronique, déjà que voilà, il y a un mythe du contrôle et de la surveillance pour tous. Donc pour les paranoïaques, ça peut être source d'un sentiment accentué de persécution, et donc voilà, encore une fois, c'est pas rédhibitoire, mais on va se poser quand même la question à deux fois avant de placer un condamné qui a ces tendances paranoïaques sous surveillance électronique. Mis à part une pathologie de cet ordre-là, on attend en fait de la personne qui est condamnée une capacité d'autocontrôle, puisqu'il y a des mesures comme une semi-liberté, on a une structure, on a un personnel pénitentiaire qui est présent, ou en tout cas en intermittence, qui est là pour donner un cadre. Dans une mesure de placement extérieur, même chose, on a une structure qui intervient, qui pose un cadre. Le placement sous surveillance électronique, non, on attend vraiment à ce que le contrôle vienne de la personne. Donc c'est tout ça, bien sûr, ça reste du subjectif, mais on peut pas. Bien sûr, c'est un élément qu'on va essayer de subodorer en fait avec lors des débats contradictoires. Et puis la particularité du placement sous surveillance électronique, c'est que ça se passe à domicile. Donc on a l'installation d'un dispositif dans une sphère privée, l'intervention donc de l'administration pénitentiaire, donc de la puissance publique dans une sphère privée. Et un élément qu'on est amené à prendre en considération, c'est l'entourage immédiat du condamné, puisque bien sûr la surveillance électronique va concerner une personne qui est en exécution de peine, sauf que l'impact il est énorme sur toute la cellule familiale. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de condamnés qui le vivent comme un peu une sanction collective de toute la famille, quelque part, qui va être amenée à subir le placement sous surveillance électronique. Et qui fait qu'il y a beaucoup d'incidents liés au bracelet électronique qui sont liés justement à une dégradation du contexte familial, et qui fait que nous, en amont, on est amené aussi à anticiper quelque part comment va réagir l'entourage. On n'a pas forcément tous les éléments, mais c'est évident qu'avec une mesure qui se place à domicile, c'est un élément qu'on doit prendre en considération. Donc vous voulez dire que c'est un outil, c'est une disposition qui est intéressante pour le maintien du lien familial, et qu'on arrive dans un certain nombre de situations
Oui. à l'effet inverse. Voilà, une dégradation D'accord. aussi. Alors, soit parce que, je pense notamment aux situations des compagnes qui soit ne supportent pas l'idée d'être contraintes par ses horaires, voilà, et qui va être dans le rejet de cette mesure de placement sous surveillance électronique et va le faire sentir au conjoint. Soit au contraire, on a des cas de figure aussi des compagnes qui sont au contraire presque dans le contrôle et qui font sans arrêt rappeler les tenants, les aboutissants de la mesure. Et là, au contraire, c'est le condamné qui ne supporte plus d'avoir cette pression constante, non seulement du surveillant du pôle centralisateur qui va appeler dès qu'il y a des écarts, mais aussi de la compagne qui va ramener aussi à cette réalité du bracelet électronique. Donc effectivement, voilà, dans les incidents qu'on a sur les PSE et des retraits que j'ai été amenée à faire, il y en a un certain nombre qui sont liés à cette dégradation du contexte conjugal. Est-ce que cette dégradation, elle n'est pas davantage causée finalement par la durée du placement sous surveillance électronique et moins finalement par l'outil lui-même? Alors oui, bien sûr, alors, de façon générale, plus ça s'étend dans la durée, plus c'est difficile pour le condamné et la compagne, les enfants, de le supporter. Quand il y a une période de 1 ou 2 mois, on envoie l'issue, donc voilà, c'est plus facilement bien sûr supportable que quand ça s'étire sur plusieurs mois, ça c'est sûr. Vous parliez des risques encourus et des retraits. Donc, le risque, il est très bien intégré par les condamnés. La surveillance électronique, elle est reliée de façon, elle est ancrée sur l'enfermement physique. Il n'y a pas de dissociation. C'est vraiment la surveillance électronique ne fonctionne actuellement, en tout cas, que parce qu'elle est raccrochée à cet enfermement physique et de façon progressive, graduelle. S'il y a des violations, l'institution judiciaire va être amenée à rappeler de façon plus ou moins pressante le fait que derrière, justement, il y a cet enfermement physique. Alors, c'est des rappels qui passent par l'alarme qui est déclenchée, par le rappel, c'est le surveillant donc, qui va appeler, il y a un contact téléphonique, c'est le conseiller d'insertion qui va demander des explications, c'est le juge aussi qui peut convoquer, alors soit pour un recadrage, ou soit effectivement quand ça se corse dans le cadre d'une audience pour un retrait du bracelet. Avec cette arme un peu suprême que constitue l'ordonnance de suspension immédiate de la mesure où là, tout simplement, il s'agit d'envoyer les forces de police en disant voilà, monsieur, vous réintégrez la maison d'arrêt, et puis après on discute, on voit ce qu'on fait de la mesure. Mais l'enfermement physique, c'est pour ça la question sur le prolongement de la prison. Oui, bien sûr, la surveillance électronique, elle est même partie. Enfin, c'est une dissémination en fait de la prison en différents lieux, mais il y a vraiment une présence de cet enfermement physique qui est indissociable de la surveillance électronique. Et pour finir, en quoi cet outil apporte un plus en matière de gestion de la dangerosité des individus? Alors, et là notamment, je pense au placement sous surveillance électronique mobile, donc le PSEM, qui est une mesure qu'on ne prononce pas à part entière, mais qui est liée à une mesure mère, qui sont, les mesures mères, c'est libération conditionnelle, suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire et surveillance de sûreté. Et là, on part du postulat qu'il y a dangerosité. On est dans le cadre de mesures de sûreté. Donc, la surveillance électronique ne va pas apporter sur le fait de caractériser une dangerosité. C'est le postulat de départ, la dangerosité. Par contre, effectivement, on a le PSEM on repose sur des horaires et puis sur des zones. Et puis, on va avoir toute une série d'informations techniques, numériques, qui nous sont données, notamment avec le journal des déplacements quotidiens des personnes qui sont placées. Et donc il y a une géolocalisation qui est permanente pour ces condamnés. Et effectivement, en fonction des déplacements, on peut être alerté. Il y a des signaux d'alerte qui peuvent surgir. Je pense notamment à un cas de figure, alors ce n'était pas sur Nantes, mais un cas de figure où la personne placée se rendait régulièrement, souvent et de plus en plus régulièrement à un endroit. Le collègue a fait déterminer, c'était un endroit tout à fait autorisé, mais a demandé une enquête pour vérifier ce que c'était.
Et c'était le domicile d'une jeune femme, le condamné ayant repris une relation amoureuse avec une personne, sauf que ce monsieur, c'était un pédophile, il avait une interdiction de contact avec les mineurs et que la femme en question avait des mineurs à son domicile, il avait des enfants. Donc voilà, bien sûr, le PSEM, la surveillance électronique mobile, la géolocalisation va permettre de collecter énormément d'informations et puis permettre de caractériser éventuellement certaines violations. Maintenant, ça ne dispense pas après, avec ces informations qui sont techniques, bon, sachant qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements aussi en la matière, mais si on a des informations qui sont fiables, ça ne dispense pas, ou en tout cas le juge, ça ne dispense pas du travail qu'il fait habituellement de recouper des informations, les informations qu'on a de façon traditionnelle par le SPIP, par la police, par la famille, et puis ça rajoute des informations en plus, mais ça ne va pas nous dispenser ensuite de faire une appréciation au cas par cas sur ces données numériques. D'accord. Merci beaucoup, merci de votre témoignage. Je vous propose de passer, c'est assez logique, puisque la question des peines travaille avec le SPIP, bien sûr, et le SPIP est au cœur, en particulier, de la mise en place et du suivi de personnes sous surveillance électronique. Quelle est votre pratique, votre expérience, et compte tenu aussi de votre propension et votre curiosité à investir ce terrain, votre regard sur la pratique en France de la surveillance électronique et de votre propre expérience, puisque vous nous avez fait le plaisir de nous apporter du matériel, si vous pouvez également nous le présenter. Tout à fait. Monsieur Royer. Alors, tout d'abord, pour préciser un petit peu ce qu'est le SPIP, un service pénitentiaire d'insertion et de probation. Je pense qu'il est utile peut-être que j'introduise mon propos, ne serait-ce que par cela. Donc c'est un service qui appartient à l'administration pénitentiaire, mais qui a en charge, l'accompagnement et le suivi des obligations, mais l'accompagnement des personnes condamnées. Donc on est bien dans un fil conducteur, c'est-à-dire que la personne passe à l'acte, elle est arrêtée par les forces de police, elle est jugée pour d'assises ou autre, elle passe devant un juge d'application des peines et au final, elle est condamnée à une sanction, de quelque nature qu'elle soit, en tout état de cause. Il faut pouvoir suivre et accompagner la personne pour que, sa place dans la société puisse évoluer de manière un peu plus favorable. Pour ce faire, un certain nombre, de mesures, de types d'aménagement de peine sont possibles. Donc là, en l'occurrence, nous allons aborder la surveillance électronique, le bracelet pour être plus précis, mais placement extérieur, libération conditionnelle et autres. Je ferai un petit parallèle. C'est vrai que la prison impose, des contraintes à l'auteur et aussi à ses proches. La surveillance électronique, de même nature, même si effectivement les choses se déroulent dans le domicile familial, les contraintes sont liées à l'obligation de rendre compte, d'attester d'une situation stable, d'activité, de relation familiale, d'un métier ou d'une formation. Enfin bref, un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir rassurer, l'autorité judiciaire et en principalement le juge d'application des peines avec lequel le SPIP travaille en accord et en articulation étroite, justement pour pouvoir proposer et réfléchir à un aménagement de peine et en l'occurrence une surveillance électronique appropriée. Donc contrainte, de rendre compte et de pouvoir sécuriser et tranquilliser la société via l'autorité judiciaire, mais aussi contrainte auprès des proches. Parce que l'outil peut-être dans l'esprit de certains d'entre vous, être un objet assez petit. On parlait de bracelet électronique tout à l'heure, c'est un objet qui est assez futile en termes de volumétrie. Je me suis permis de vous en amener un parce qu'il s'impose en soi, c'est-à-dire que l'outil que vous avez devant vous, c'est l'outil qui va être dans l'espace familial, outil qui devra être positionné dans un espace suffisamment visible, centralisé, donc qui va s'imposer dans l'espace familial, donc qui devra être explicité par le surveillant de l'administration pénitentiaire pour expliquer ce pourquoi l'objet se trouve là. Aussi accompagner l'auteur, le papa ou la maman, pour préciser et accompagner, effectivement, expliciter le pourquoi de cet objet-là. Parce qu'au-delà du fait que, l'intéressé se trouve stigmatisé ou attaché, ou tout au moins se retrouve avec cet objet-là, qui est plutôt discret, l'objet qui est dans la cellule familiale est quand même un outil qui offre une pression quand même non négligeable, et je pense qu'il était pour moi important de pouvoir le souligner en tant que tel.
Alors tout ceci se fait, je dirais, sans naïveté de notre part, c'est-à-dire qu'il y a toute une démarche d'enquête, on prend le temps de réfléchir, on ne relâche pas et on ne libère pas les personnes sous une approche purement humaniste en se disant tiens, pour ces beaux yeux, effectivement, la chose peut se faire. Donc le temps, la réflexion, l'accompagnement, on parlait de dangerosité, d'évaluation, de diagnostic, autant d'éléments, de concepts qui ont vu jour au fil des mois et des années passées, justement pour pouvoir rendre beaucoup plus rigoureux et avoir une lecture beaucoup plus précise, effectivement, de la capacité que la personne peut effectivement avoir à accepter pendant un certain temps, effectivement, cet objet qui est contraint. Je me permettrai juste un petit historique. C'est vrai que dans les années 2000, lorsque les premiers bracelets électroniques ont vu jour, c'était à dose très homéopathique. C'était principalement, je dirais, le petit étudiant qui, soir d'une beuverie, mettait à mal, je dirais, l'environnement urbain, et donc on se tranquillisait par cela. Au fil des années, les choses ont évolué. On s'est autorisé les uns les autres, toute la filière judiciaire, toute la chaîne pénale, à pouvoir donner chance et à accepter qu'effectivement d'autres types de publics, qu'ils soient, je dirais, mineurs à titre exceptionnel, mais majeurs, hommes, femmes, enfin sur des classes sociales, sur des moyens financiers différents, sur des métiers, enfin bref, le panel s'est excessivement élargi, au point même que maintenant, avec les magistrats d'application des peines, et je citerai humblement ceux du Maine-et-Loire, nous nous autorisons effectivement à pouvoir mettre en surveillance électronique des personnes en recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, je dirais, ce listing d'éléments matériels qui pouvaient en son temps sécuriser et tranquilliser la société, dans le sens où il fallait un certain nombre de coches pour pouvoir effectivement rendre une décision. Là, on laisse, à partir du moment où l'employabilité a pu être attestée et démontrée par l'intéressé, d'un parcours où, antérieurement à l'incarcération ou à la condamnation, il a pu faire preuve, je dirais, d'une activité salariale ou un certain équilibre personnel. Et au moment où je vous parle, c'est vrai que vous parliez de plusieurs milliers de bracelets électroniques, c'est un peu moins de 10 000 là, au mois de février 2016. Sur le Maine-et-Loire, c'est à peu près une centaine en permanence. Nous n'avons que très peu d'échecs. Nous avons effectivement des alarmes, nous avons quelques défaillances des uns et des autres, défaillances qui sont plutôt rattachées, je dirais, à des événements de vie quotidienne, c'est-à-dire retard, lié à un transport, à un oubli, à un réveil un peu difficile. Mais je dirais tout ce que, je dirais, dégradation et autres, c'est vrai que pour l'instant, nous, au niveau effectivement du Maine-et-Loire, nous sommes un peu préservés de cela. Les différentes difficultés que nous pouvons rencontrer, c'est le non-respect de certaines obligations liées et rattachées à la mesure de surveillance électronique. Les impacts. Les impacts pour la personne sont de nature positive tout d'abord, c'est-à-dire qu'elle permet, cette surveillance électronique, de maintenir le lien dans la société, que ce soit à titre professionnel, familial, associatif ou autre, mais négative, parce que l'objet, lui, a une réaction binaire, c'est-à-dire que passé un certain horaire, l'alarme sonne, donc appel téléphonique, rendu compte, devant s'expliquer sur le pourquoi effectivement de ce retard, d'argumenter. Et cette notion d'alarme répétée peut être aussi, je dirais, un élément qui met fin à la mesure. Donc cette pression, effectivement, n'est pas anodine et pas neutre. Et ce qu'on peut constater aussi de manière partagée sur l'ensemble du territoire national, c'est une forme d'usure à la mesure qui, par la présence dans le domicile, par la présence sur le corps de l'individu, effectivement, on dit souvent que c'est un boulet de nature moderne, mais je pense qu'effectivement la définition et le qualificatif en tant que tel n'est pas anodin. Impact aussi pour le service dont j'ai la charge. La surveillance électronique est venue précipiter les organisations de services. Parce que dès qu'une alarme se produit, et il y en a parfois 5, 6, ça peut aller parfois une petite dizaine à la journée, antérieurement, sur d'autres mesures, je dirais le non-respect du cadre, nous ne l'avons pas en lecture en temps réel. Là, la surveillance électronique nous l'impose, s'impose à l'auteur, mais s'impose à nous aussi. Et donc nous devons de réagir, soit, comme ça a pu être indiqué tout
tout à l'heure, par un appel téléphonique du surveillant qui est au pôle centralisateur, c'est-à-dire bonjour monsieur. Voilà, expliquer pourquoi ce retard. Donc là, c'est le côté un peu mécanique des choses. Le conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, qui est un professionnel formé au long cours, aguerri, expérimenté, lui va pouvoir, je dirais, donner cette approche plus humaine, qui va pouvoir mieux comprendre, trouver des explications, parfois apaiser effectivement le pourquoi de ce dérapage, de ce non-respect du cadre. Et donc de pouvoir aussi apporter une souplesse au risque de sanction qui pourrait être si effectivement à l'arme et d'entrée de jeu on rentre dans la sanction. Est-ce que vous voulez dire par là que le suivi de cet aspect, cette dimension humaine est aussi importante d'une certaine façon que l'outil en lui-même est l'outil de contrôle? Oui. En termes d'efficacité? Oui. Le service dans lequel je travaille ne doit jamais oublier que nous avons 2 angles d'attaque, c'est-à-dire la notion effectivement de faire respecter effectivement les obligations pour lesquelles la personne a été condamnée, mais aussi de l'accompagner et de lui expliquer les marges d'évolution qui peuvent être les siennes, avec effectivement l'obligation de rendre compte. Mais s'il n'y a pas ce juste équilibre entre ces 2 éléments-là, je cite souvent un exemple, mais taper sur un âne n'a jamais fait avancer cet âne plus rapidement qu'un cheval de course. Eh bien, autant on est entre nous, mais c'est vrai que malheureusement, je dirais, les choses, pour être un peu pragmatique et un peu familier, mais bon, voilà, les choses sont un peu, malheureusement, de cette nature-là, et la contrainte ne suffit pas en tant que telle. Donc il faut véritablement expliquer, accompagner, et je dirais, les magistrats d'application des peines sont dans cette logique-là, et le parquet aussi, et les partenaires avec lesquels nous travaillons nous accompagnent dans ce type de logique. Alors, un des avantages, je dirais, de la surveillance électronique, c'est aussi de pouvoir offrir une réactivité, certes contrainte, mais une réactivité au regard des réalités de la société qui est la nôtre. C'est-à-dire que sans cette surveillance électronique, un certain nombre de situations, de propositions, d'assouplissements liés au monde de l'emploi ne verraient jamais jour. Pendant de nombreuses années, avant que la surveillance électronique existe, eh bien, il fallait que le condamné fasse une lettre motivée au juge d'application des peines. Ça pouvait prendre plusieurs jours. Et ensuite, eh bien, les opportunités pouvaient disparaître. Et je veux pour preuve que, je dirais, la surveillance électronique est venue, je dirais, offrir une offre, une souplesse, une offre de qualité sur la prestation de la justice, si vous me permettez l'expression. C'est que pour 2014, le directeur que je suis, avec un travail préparatoire finement, dans la mesure plus possible, fait par les conseillers pénitentiaires d'insertion de probation, c'est 686 décisions d'assouplissement de la mesure. C'est-à-dire qu'il est donné possibilité à un directeur tel que moi de pouvoir, 24 heures ou 48 heures avant, de pouvoir, je dirais, donner la possibilité de modifier effectivement la mesure en tant que telle. C'est autant de situations que la surveillance électronique peut permettre, en semi-liberté aussi, mais je n'aborderai pas le sujet en tant que tel, mais c'est une démarche intéressante. En termes d'assouplissement, pour que tout le monde comprenne bien, ça se cristallise par quelle décision, par quels aménagements? Eh bien, l'exemple typique, c'est-à-dire un monsieur X travaille dans la société Y, l'employeur a besoin, je dirais, de lui sur une amplitude différente que celle qui a pu être décidée lors de la décision du juge d'application des peines. Eh bien, il faut assouplir effectivement la mesure. Et c'est vrai que cette réalité liée au monde de l'emploi trouve une grande partie de sa réponse dans la surveillance électronique. J'en ai pas terminé, je continue si vous me permettez. Un focus aussi sur l'intérêt de la surveillance électronique. Depuis de nombreuses années, le service dans lequel je travaille a mis en œuvre ce qu'on appelle de manière un peu commune l'écrou déporté. J'en parle parce que ça permet, depuis quelques années, aux personnes condamnées à la surveillance électronique de ne plus être obligées de passer par la case prison, comme ça a pu être le cas et comme c'est, je dirais, la majorité des cas effectifs sur les prisons de France et de Navarre, de pouvoir de ne pas passer par cette case prison qui est stigmatisante, qui peut aussi créer du trouble, de l'inquiétude, même si je sais il y a débat,
la prison doit et a un rôle important dans notre société, mais je reste convaincu, je fais partie de ces gens, ces professionnels, que la prison n'est pas une seule réponse à elle toute seule, et que la science électronique, avec une organisation telle que la nôtre, peut permettre effectivement à la fois d'éviter ce passage fort et qui peut être néfaste, tout en ayant, je dirais, une inscription et un respect effectivement de la mesure et du cadre en tant que tel. Et juste, puisqu'on m'avait demandé de faire une petite intervention sur la science électronique à l'étranger, c'est vrai que c'est assez disparate. Il n'y a pas d'uniformisation à minima en Europe. Certains États l'utilisent à grande échelle, tels que les États-Unis, mais d'autres États sont plutôt frileux, tels que la Suisse. D'autres, en Allemagne, sont plutôt liés à des politiques liées aux régions, aux Länder. D'autres États ciblent plutôt certains types de publics, la délinquance sexuelle, certains auteurs. Donc, il y a véritablement, je dirais, une différence de vision et d'utilisation de la science électronique. Alors qu'en France, on l'utilise de manière beaucoup plus large. D'ailleurs, elle est utilisée sur l'ensemble du territoire, sans filtre particulier, avec une vigilance sur certains types d'auteurs, mais en tout état de cause, je dirais, dès lors qu'elle peut être un avantage sur, effectivement, la réinsertion de la personne et sa place dans la société, elle est utilisée en tant que telle. Et a été abordé tout à l'heure, je dirais, le lien avec le public privé. Même chose, certains États, et je pense à la Grande-Bretagne principalement, ils ont fait le choix du tout privé, c'est-à-dire que ce sont des sociétés privées qui mettent la surveillance électronique et ce sont des sociétés privées qui contrôlent les personnes sous surveillance électronique. En France, c'est une société française, en l'occurrence Thales, et ce sont des professionnels d'État qui effectivement assurent le suivi en tant que tel. Donc il y a véritablement des choix politiques très différents avec une utilisation et une approche peut-être éthique un peu différente selon les pays. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Boyer. Je vous propose de passer la parole maintenant à Maître Bianchi, qui, comme tout à l'heure, la parole est à la Défense en dernier, donc on ne va pas faillir à la tradition. Ah non, c'est pas moi en dernier, c'est Delphine. qui fait partie de la Défense, bien sûr. Maître Bianchi, alors votre expérience des longues peines et des personnes placées sous surveillance électronique, quel témoignage cela vous inspire? Alors on change complètement de cadre, puisque en fait là on n'est plus dans le cadre d'un choix la plupart du temps, puisque la plupart des gens dont je m'occupe, comme Delphine d'ailleurs, sont des gens qui sont sous le coup de l'article 730-2. L'article 730-2 du Code de procédure pénale prévoit pour les condamnés à perpétuité, mais aussi pour des condamnés à peine à temps qui ont été condamnés pour des infractions graves, pour des crimes, essentiellement des atteintes aux personnes, essentiellement des atteintes sexuelles, donc essentiellement l'ensemble des personnes qui sont actuellement condamnées pour crimes dans les prisons, les oblige préalablement à une mesure d'aménagement de peine à avoir une période de 1 à 3 ans de bracelet électronique mobile ou de bracelet électronique classique ou de semi-liberté. Donc mon rôle n'est pas de faire accepter aux gens que je défends l'opportunité ou pas d'un bracelet électronique. Mon rôle n'est pas non plus de convaincre le juge que non, il n'en a pas besoin, puisque de toute façon, c'est la loi. Donc il va falloir faire avec cette contrainte particulière imposée. Sachant que, et Delphine me rectifiera si j'ai tort, l'ensemble des gens dont je m'occupe, puisque l'alternative c'est, alors je mets à part le bracelet électronique mobile qui concerne effectivement très peu de personnes, mais l'alternative entre bracelet électronique et semi-liberté, dans l'immense majorité des cas, voire me concernant pour l'ensemble des personnes dont je m'occupe, c'est le bracelet qui est choisi, c'est pas la semi. Donc on est vraiment dans le cadre d'une généralisation du bracelet électronique pour les personnes condamnées à de longues peines, dans le cadre des mesures probatoires aux aménagements de peine. Alors pourquoi le choix n'est pas fait? Parce que c'est quand même intéressant de voir pourquoi le choix de la semi-liberté n'est pas fait. Je vous avoue que sur le principe, alors d'une part parce que c'est rarement, ça se goupille rarement comme ça, pour des raisons diverses, parce que ça ne correspond pas tellement aux projets qui sont proposés, mais aussi parce que, à titre personnel, je ne suis pas très favorable à la semi-liberté concernant les longues peines. Pourquoi? Parce que les centres de semi-liberté ne sont pas adaptés, à mon sens, à l'accueil des longues peines. Les centres de semi-liberté, pour la plupart, reçoivent soit des personnes placées ab initio, donc sans passage par la case prison, soit des personnes à l'issue de peines courtes ou moyennes,
et le choc des cultures entre des gens qui sortent de détention, de maison centrale ou de centre de détention après 20, 25 ou 30 ans de détention, et cette population carcérale particulière, dans des conditions matérielles qui sont souvent bien inférieures à ce qu'ils ont connu en établissement pour peine, est souvent un facteur d'échec. Donc par principe, je ne privilégie pas et je ne propose pas cette mesure. Si vraiment le juge insiste fort lourdement en disant, ou le parquet d'ailleurs, en disant que c'est la seule solution pour que la personne sorte, ok. Mais je trouve que ça n'est pas rendre service. Donc l'utilité du bracelet, elle est là pour moi pour les longues peines. Ce que dit la loi, ce que dit l'article 730-2, c'est que cette mesure doit durer de 1 à 3 ans. D'expérience là aussi, c'est toujours 1 an. Je n'ai jamais eu au-delà. Je pense que, comme ça a été évoqué par Mme Hérault et comme vous l'avez évoqué, il y a une usure particulière de la personne placée sous bracelet électronique. C'est psychologiquement épuisant pour lui et pour ses proches au bout d'un certain temps. Et je pense que les magistrats qui, d'initiative pour certains et pour certains cas, ne prononceraient pas nécessairement bracelet électronique, ou en tout cas pas une mesure d'1 an, se cantonnent au minimum en sachant que ce peut être un facteur d'échec dans la prise en charge des personnes dans le cadre des aménagements de peine. Il y a un certain paradoxe dans ce placement sous surveillance électronique que je voulais aborder avec vous parce que je pense aux perpétuités en particulier. Quand vous êtes condamné à perpétuité, vous ne pouvez bénéficier d'un aménagement de peine que si vous avez bénéficié de permissions préalables. Durant ces permissions, sachez que les condamnés à perpétuité ne sont pas sous bracelet. Ce qui signifie qu'il va falloir qu'une personne intègre le fait que, pendant une durée certaine, puisque les permissions sont généralement tous les 3 mois, pendant peut-être 1 an, 2 ans, il va sortir régulièrement, sans bracelet, qu'on va lui faire confiance. Et puis, un jour, on lui accordera, parfois, pas toujours, on lui accordera une mesure d'aménagement de peine. Et ce jour-là, on va le faire en quelque sorte rétrograder. Et c'est parfois extrêmement difficile à vivre. Et parfois difficile à expliquer. Parce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui s'est bien conduit pendant 1, 2, 3, 4, 5, 10 permissions, tout d'un coup on lui dit, mon gars, on ne te fait plus confiance. C'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Donc c'est intégré aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au début de l'application de l'article 730-2, les personnes condamnées qui étaient soumises le vivaient extrêmement mal. Je ne dirais pas qu'elles le vivent bien aujourd'hui, mais en tout état de cause, elles l'acceptent parce que c'est la loi et parce que pour sortir, c'est le prix à payer. La durée d'1 an. La durée d'1 an, je vous l'ai dit, c'est généralement la durée qui est prononcée dans le cadre des mesures d'aménagement de peine. Même si c'est la durée minimale imposée. Pour autant, ce n'est pas si simple que ça. Je vais vous prendre un exemple. Condamné à perpétuité, 27 ans de détention, 18 ans de période de sûreté, 27 ans de détention. C'est pour rassurer ceux qui craignent qu'ils sortent le lendemain de la fin de la période de sûreté. Donc 27 ans de détention, il lui est accordé une libération conditionnelle. Il lui est accordé dans le cadre de sa demande de libération conditionnelle après passage au Centre national d'évaluation, une mesure extrêmement intelligente, qui consiste en une libération conditionnelle, faisant suite à une période d'1 an de bracelet électronique probatoire, faisant suite à 5 permissions, s'étalant sur une période d'1 an. Et donc, ce garçon, qui est sorti d'une maison centrale sécuritaire, est sorti une première fois une journée, sans bracelet, ça s'est bien passé. Il a été très courtois, il a pensé à passer une cave de champagne et à m'envoyer 12 bouteilles. Je trouve que c'est vraiment un garçon qui avait gardé ses manières après 27 ans de détention. Deuxième permission, 2 jours. Troisième permission, 3 jours. Et puis, quatrième permission pour rentrer chez lui sans accompagnement, alors que c'était à l'autre bout de la France. Et 5e permission pour rentrer chez lui également, mais là avec sa famille et une partie de ses bagages, parce qu'on accumule quand même pas mal de choses. Et puis, arrive le jour où il sort effectivement, et là, il est placé sous bracelet électronique. Il me disait avant de sortir, très sincèrement, j'avais tellement envie de sortir, je serais sortie avec un boulet au pied. Je crois qu'il n'avait pas tort. C'était effectivement un boulet. Pas tout de suite. Pas tout de suite parce que parmi les critères que vous évoquiez dans pourquoi on accorde, pour les gens qui ont le choix,
un accord. Je crois qu'il faut aussi des gens très structurés mentalement pour pouvoir être son propre surveillant. C'est un garçon très structuré mentalement. Donc c'est un garçon qui sans peine a accepté les contraintes. Pour autant, il a été placé sous surveillance électronique au mois de novembre de mémoire, enfin un mois de novembre. Et puis, un autre paradoxe là aussi, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée du temps, il était de plus en plus socialisé, il était de plus en plus inséré, il tissait un réseau social, il commençait à avoir des potes. Et puis est arrivé l'été. Et là, ça a commencé à devenir difficile de rentrer le soir. Parce que, précisément, les potes lui disaient viens boire un pot, ou on va au cinoche. Et c'est les paradoxes de la socialisation et du bracelet électronique. C'est que plus on est socialisé, et plus c'est difficile en un certain sens. Il a tenu la mesure en serrant les dents jusqu'au bout. Il n'y a jamais eu un incident. Et d'ailleurs, il est en conditionnel depuis maintenant quelques temps. Il n'y a toujours pas d'incident, il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Mais en tout état de cause, je voulais vous pointer ces paradoxes concernant les longues peines en particulier, qui sont vraiment des aspects très, très particuliers. Je ne sais plus ce qui m'avait été commandé d'autres. Dis-moi. Sur le fond, c'est vrai qu'on peut dire parfois dans la presse que le bracelet électronique, c'est un cadeau. On se rend compte qu'à travers les témoignages, ça ne l'est pas. Est-ce qu'en tout état de cause, il ne serait pas intéressant de réfléchir, puisque si on fait un peu de prospective, à des évolutions et des améliorations du dispositif, qu'à partir de 6 mois, puisque certaines études montrent qu'à partir de 6 mois, il y a une certaine usure, justement, que vous décriviez très bien, on puisse mettre en place du suivi du conseiller d'insertion de probation, peut-être un temps de rencontre sur la dimension psy, peut-être, ou pas. Ou est-ce que ce n'est pas nécessaire ? Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a d'abord un aspect qui peut permettre, si la personne accepte d'être en semi-liberté un certain temps, de faire un mixte, c'est-à-dire démarrer par une période de SMI, alors même si ça ne sera pas évident compte tenu de ce que je vous ai dit des centres de semi-liberté, et puis ensuite embrayer sur 6 mois de bracelet électronique, qui de ce fait peut permettre de séquencer cette période probatoire, qui peut être longue dans une configuration comme dans l'autre. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la plupart des personnes qui sont dans ce cadre-là ont de toute façon une obligation aussi. Parce qu'on est sur des criminels, sexuels pour la plupart, pour un grand nombre d'entre eux, et ou des criminels de sang pour les autres. Donc on est sur des gens qui ont de toute façon ce suivi, ce point, qui ont pour la plupart un médecin coordonnateur, qui ont des rencontres plus régulières que les autres avec les conseillers d'insertion et de probation. C'est quand même des dossiers signalés. Pour revenir sur ce garçon qui est sorti, lorsqu'il est arrivé, il est rentré dans la ville où il était originaire, qui était une ville moyenne. Ça a été un peu la panique hospice quand même, quoi. On voit arriver un perpète de Clairvaux, ça fait toujours bizarre. Donc on lui a collé 2 conseillers d'insertion et de probation, il était convoqué toutes les semaines, la visite domiciliaire, ils étaient 3. Je crois que de toute façon, de fait, il y a une prise en charge, par contre ça s'est calmé très vite parce que c'est un garçon qui, hormis la raison pour laquelle il a été incarcéré, est un type tout à fait charmant et civilisé et adorable, ils se sont rendus compte très rapidement. Donc le contact avec la juge s'est fort bien passé et les mesures de suivi par le SPIP ont été allégées, heureusement pour le SPIP qui aurait craqué assez rapidement à mon avis. Mais il y a de toute façon ça existe. Pour revenir sur la notion de cadeau, oui, je crois qu'au travers de ce qu'on a pu dire les uns et les autres et de ce que dira Delphine, c'est pas un cadeau, un bracelet. Et il faut aussi, quelquefois, pas seulement en convaincre la société, mais en convaincre le condamné également. Parce que pour beaucoup d'entre eux, comme je vous le disais, celui qui me disait mais moi je sortirais même avec un boulet au pied, il faut lui faire prendre conscience que ça va être un boulet. Parce que si on lui en fait prendre conscience avant qu'il ne sorte, ça sera moins dur. Parce que s'il a l'impression de sortir avec un dispositif hyper libéral, il va vite déchanter. Il vaut mieux prévenir, il vaut mieux lui dire non, c'est pas un cadeau, c'est une mesure, c'est une autre manière d'exécuter la peine. On est toujours en exécution de peine, il y a toujours des obligations. Elles sont, ça sera de l'autocontrainte en grande partie. Alors, il y aura aussi des rappels qui seront les rendez-vous avec le SPIP, avec le JAP, avec le psy. Mais pour autant, une grande part reposera sur vous. Donc dites-vous que non, ça n'est pas un cadeau. C'est une mesure de confiance, mais ça n'est pas un cadeau pour autant.
Est-ce que sur ce thème, et là je m'intéresse un peu collectivement, j'ai entendu dire que des condamnés avaient refusé, en toute connaissance de cause, de bénéficier de bracelets électroniques, préféraient purger leur peine jusqu'au bout, parce qu'ils mesuraient d'une certaine façon les contraintes que ça générerait dans leur quotidien. Est-ce que c'est quelque chose qui est avéré? Pas sur les longues peines. Pas sur les longues peines. Non, pas sur les longues peines. Dans d'autres situations, non, pas à votre connaissance? Moi, j'ai jamais eu de personne qui a refusé un aménagement, un bracelet électronique. Après, il peut arriver qu'on arrive à une année ou quelques mois de la fin de peine, et qu'effectivement, là, il y ait un refus de l'aménagement de peine en se disant, finalement, je suis à quelques mois de la fin et je vais aller à la fin pour éviter d'avoir justement ce contrôle à l'extérieur. D'accord. Juste une petite précision, c'est vrai qu'une loi d'août 2014 a initié, créé la libération sous contrainte, où dans ce cadre-là, il est possible, je dirais, d'autoriser, d'aménager la situation de la personne sans contrepartie. Enfin, c'est assez léger en termes de conditions au final. Il y a un certain nombre de détenus qui le refusent parce qu'ils sont trop proches de la fin de peine et ils préfèrent effectivement purger, je dirais, de manière définitive leurs sanctions pendant le temps de détention. Merci. Je vous propose de passer maintenant à un autre sujet complémentaire de la surveillance électronique, la question des parloirs, des parloirs de la visioconférence, des parloirs Skype, qui permettent de projeter la prison au-delà des murs, au-delà de la prison, jusqu'au domicile ou dans un autre établissement pour que le lien familial en particulier puisse continuer à vivre. Oui, merci. Quand on a réfléchi un petit peu à l'organisation de cette table ronde, je me disais que ce n'était pas forcément intéressant de revenir à nouveau, puisque je savais que j'allais intervenir avec Virginie et avec deux autres professionnels, et je me suis finalement posé cette question de savoir ce que l'objet connecté, prolongement de la prison à l'extérieur avec le PSE et finalement différents modes ou d'autres implications de l'objet connecté à l'intérieur de la détention. Et on a déjà un peu parlé tout à l'heure de la visioconférence, mais c'est surtout sur des expérimentations qui se sont faites, qui sont en cours d'élaboration en France, mais qui ont déjà existé à l'étranger, que je me suis intéressée parce que je trouvais ça au début assez enthousiasmant et puis après réflexion, une véritable interrogation autour de savoir si pour faciliter la vie des familles, faciliter la vie des surveillants, faciliter la vie des établissements pénitentiaires, eh bien on pouvait mettre en place des parloirs numériques pour les personnes condamnées avec les membres de leur famille. Je vais rebondir à un moment sur ce que vous avez dit, Monsieur le Président, tout à l'heure sur la visioconférence, et je parlerai du parloir numérique par la suite, parce qu'il y a eu aussi des interrogations autour du fait de savoir si des parloirs avocats pouvaient se faire par visioconférence. Et en faisant des recherches sur cette intervention, je me suis rendu compte qu'à La Réunion, à un moment, en 2010, la bâtonnière se posait la question de savoir si les avocats pouvaient avoir des parloirs par visioconférence du tribunal vers l'établissement pénitentiaire. Je n'ai pas trouvé, c'était en 2010, je n'ai pas trouvé si ça avait été mis en place effectivement parce que c'était à l'ébauche, c'était en réflexion. Et lorsqu'on voit toutes les difficultés, et nous y sommes confrontés aussi, en plus de ce que vous avez pu relayer tout à l'heure autour cette connexion nécessaire ou immédiate que nous sollicitons dans les procès de cour d'assises, eh bien, lorsqu'on est parfois à assister un client par visioconférence, se pose pour nous la question de savoir si on va sur le lieu de l'audience, se pose la question de savoir si on va l'accompagner au sein du parloir de la maison d'arrêt ou de l'établissement pour peine. Des problèmes de connexion, et là pour le coup de connexion matérielle, et je suis pour le coup d'autant plus inquiète que là dans le projet de réforme sur la loi pénale, de lutte contre la criminalité organisée, au Sénat est passé aussi la possibilité de tenir des débats de juges de l'application des peines ou de tribunaux de l'application des peines qui étaient jusqu'à présent exclus de l'article du Code de procédure pénale 701-61, je vais vérifier. Mais voilà, maintenant ce serait intégré, 706, pardon, 71,
la possibilité de faire aussi des débats d'aménagement de peine par visioconférence, avec donc toute cette difficulté autour de ce contact humain qui peut exister, de savoir comment on fait passer à un moment un message à une personne condamnée, comment celui-ci peut défendre un dossier d'aménagement de peine par l'intermédiaire d'un écran. Et cela a forcément renvoyé donc sur cette expérimentation qui a été envisagée à un moment à la maison d'arrêt de Nanterre, alors qui n'est pas encore mise en place, mais qui est en cours d'élaboration. On avait à un moment, c'est Pierre Botton qui, au sein de son association, avait envisagé, enfin, est porteur de ce projet, en prenant exemple sur ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe également en Écosse, où il y a des parloirs qui se sont mis en place entre des personnes condamnées et les membres de leur famille pour éviter finalement, et notamment dans des pays avec des grands espaces, comme c'est le cas aux États-Unis. Et on se dit finalement au tout début, et aux États-Unis d'ailleurs, les défenseurs des personnes détenues étaient assez enthousiastes au début en se disant finalement ça va être quelque chose d'assez intéressant parce qu'on va sûrement pouvoir maîtriser un peu plus les horaires de parloir, ça va éviter aux familles de se déplacer parce que c'est aussi quelque chose d'extrêmement compliqué pour les familles. Vous disiez tout à l'heure, la prison c'est une contrainte pour la personne condamnée, mais également et forcément pour les membres les proches et les familles qui viennent le voir au parloir. Pour la personne condamnée, le parloir, et alors là, c'est aussi dans le terme de l'actualité, si on a obtenu avec la loi pénitentiaire de 2009 la suppression des fouilles systématiques pour les parloirs, pour les personnes condamnées, eh bien, hier, le gouvernement a réussi à faire repasser la discussion autour de la restauration de ces fouilles systématiques pour le parloir, pour les personnes condamnées. Donc voilà, c'est tout plein d'éléments qui devraient être favorables finalement. On se dirait, pourquoi pas après tout, alors même que se pose toujours la question de la connexion de la prison avec les téléphones portables et tout ce qu'on peut entendre, et cette hypocrisie finalement autour de ne pas reconnaître l'usage d'un téléphone au sein d'un établissement pénitentiaire, et bien cette possibilité de faire ces parloirs par visioconférence. Vous dire que c'est vrai que ma première impression était dire oui, après tout, si on peut éviter à des personnes détenues de se mettre toutes nues avant d'aller au parloir ou après un parloir, si on peut permettre à des enfants de voir leur père ou leur mère le soir sur des écrans de télé, et leur éviter surtout de faire 300 km et d'arriver avec un quart d'heure de retard, et on va leur dire soit quart d'heure de retard, on les empêche de rentrer au parloir, soit désolé monsieur ou madame, votre mari ou votre femme a été transféré la veille et sans que personne ne pense à prévenir la famille, et ça se passe encore comme cela. Eh bien, l'interrogation autour de ce qui se passe à l'étranger pose quand même véritablement question, parce qu'aux États-Unis, il y a une centaine de prisons qui ont mis cela en place. Alors, pour le coup, j'ai tiré ça j'ai vu que Pascal Rouillet avait mis également cet article en bibliographie, donc vous aurez toutes les références sur le document qui vous a été remis. Eh bien, sur une centaine de prisons qui ont mis en place ces parloirs numériques, à peu près 95 ont supprimé les parloirs physiques. Et quand on se dit finalement que cette connexion qui peut représenter quelque chose d'extrêmement positif par rapport à ce que j'ai pu vous exposer en termes de contraintes pour tout le monde, eh bien c'est un peu le risque. C'est un peu le risque d'en venir aussi à la suppression de ce contact humain. Et je repense finalement, et de manière plus large aussi, à tous ces nouveaux établissements pénitentiaires qui sont construits en périphérie des villes, donc qui éloignent de toute façon des membres de la famille, et bien qui de toute façon maintenant ne fonctionnent plus qu'avec de l'électronique, avec une hyperconnexion encore, où tout ne s'ouvre qu'avec tout ne fonctionne qu'avec des interphones, qu'avec des boutons qu'on pousse, où cette rupture avec l'autre, avec l'humain, fait que ça pose véritablement question. Et alors là je parle sous votre contrôle, Madame le juge, mais vous me direz, en tous les cas, j'ai entendu certaines pratiques
là encore je déborde un peu, mais c'est parce qu'on peut toujours imaginer des choses intéressantes et pour autant quand on voit après les conséquences que cela peut entraîner, au moment de l'ouverture des unités de vie familiale, dans les établissements, il y a certains établissements et notamment des établissements pour peine qui voient des petits appartements ou tout petits studios s'ouvrir pour permettre, pour permettre à une sorte de vie pendant 6 heures, pendant 24 heures, jusqu'à 72 heures je crois, eh bien on a vu certaines pratiques s'ouvrir sur refuser des unités de vie familiale quand les personnes condamnées sont dans les temps pour obtenir des permissions de sortie. Et donc se dire après tout que permettre un parloir numérique à un moment pouvait aussi, ça peut être bien, mais ça ne doit absolument pas supprimer l'importance du contact et de la possibilité d'avoir des parloirs standards, d'avoir surtout des permissions de sortir. Et tout cela entre dans une réflexion beaucoup plus globale autour de cette connexion à la prison. Et lorsqu'on voit, et j'en terminerai avec ça, ça peut aussi alimenter un débat, mais lorsqu'on voit que cette question s'est reposée aussi d'ailleurs autour des permissions de sortir, lorsqu'on a avec l'échec qu'on avait connu l'année dernière, disons-le, sur la remise en question à un moment qui a défrayé la chronique des permissions de sortir suite à des événements qui se sont produits dans l'actualité, et bien là encore de dire, après tout, il y a certaines démarches, on ne comprend pas pourquoi les personnes condamnées peuvent sortir de prison pour faire ces démarches-là, alors qu'elles pourraient utiliser un téléphone, alors qu'elles pourraient le faire par visioconférence, alors qu'elles pourraient... Oui, sauf que le téléphone est quand même extrêmement réglementé au sein des établissements, que la visioconférence ne doit pas pouvoir se prêter à ce genre de choses et qu'on en est encore à réduire finalement certains droits des personnes condamnées dans la préparation à la sortie, dans la préparation à se reconnecter finalement au réel, à se reconnecter à la vie à l'extérieur. Eh bien, je crois, dans tous les cas en ce qui me concerne, que cette hyperconnexion est véritablement problématique à l'intérieur d'une prison. Toujours sur ce sujet, j'avais une petite question concernant les contraintes aussi qui peuvent peser sur la famille, puisqu'on peut imaginer que le parloir Skype permet de communiquer de la détention jusqu'au domicile. Or, ça n'est pas toujours le cas. Il semblerait qu'à l'étranger, la famille soit contrainte de se déplacer dans un autre centre de détention, plus proche évidemment du domicile, pour communiquer avec le mari détenu. Est-ce que c'est aussi ça ? C'est ce qui est décrit effectivement sur l'expérience américaine. Sur l'expérience écossaise, c'est au sein d'une association de défense des droits des personnes détenues qui se rapproche effectivement du domicile des personnes. Mais pour le moment, il n'y a rien qui est prévu, et même dans le projet qui est présenté par M. Botton, sur une connexion au domicile de la famille. Donc c'est ça qui est compliqué. Alors là, tu parlais tout à l'heure du fait d'apporter un témoignage. Je ne peux pas apporter de témoignage là-dessus, vous l'avez bien compris, si on n'en est encore qu'à l'ébauche. Mais ça interroge en tous les cas sur comment concrètement ça pourrait être mis en place, parce que ça interroge aussi après sur la captation évidemment des conversations, la captation des données liées à ce qui va être dit, à ce qui va être échangé. Voilà, donc il y a encore beaucoup d'interrogations autour de ce projet. Merci maître. Je vais faire une petite transition avant de vous laisser la parole. En ce qui concerne, demain on se situera à la Cité de l'Objet Connecté, une cité qui est tournée vers l'avenir, et l'avenir de la surveillance électronique, quel visage peut-elle avoir ? Si on suit un petit peu le parallélisme entre le monde médical et le monde judiciaire, on s'aperçoit que par exemple le bracelet électronique est utilisé par le monde médical pour les malades d'Alzheimer. C'est un outil qui est commun avec le monde judiciaire. Et d'autres découvertes plus récentes, notamment en Suisse, m'ont amené, en tout cas m'amène à vous proposer de réfléchir à cette option-là qui me semble intéressante sur le fond à travers l'usage et la pratique de puces intracutanées. Il se trouve que par exemple en Suisse, donc à Lausanne, je crois tout récemment, l'an dernier, des chercheurs ont créé une puce qui permettait en temps réel de mesurer toutes les composantes du sang. Donc à l'origine pour les diabétiques le glucose, mais on imagine sans peine quel usage on pourrait en faire, notamment en termes de surveillance de la consommation de produits stupéfiants ou d'alcool. Ça c'est intéressant dans le cadre évidemment
d'une contrainte qui pèse sur une personne qui est condamnée, qui aura été condamnée par exemple pour conduite en état alcoolique à plusieurs reprises, et pour s'assurer qu'évidemment le sevrage est bien respecté. Ça pose évidemment des questions hautement éthiques, des questions légales, des questions évidemment en prise, on le disait en début de conférence, en début d'après-midi, de la relation au corps aussi, puisqu'on vit avec déjà des objets connectés, des cœurs artificiels, des tonnes de choses. Là, on est aussi dans la captation de données, de ses propres données, dans sa chair. Et donc, je voulais savoir si parmi les praticiens qui sont autour de nous, ça pouvait renvoyer à quelques sujets de questionnement, critiques ou propositions en la matière. Oui, alors de mon côté, voilà, alors déjà effectivement sur l'idée en elle-même d'une puce sous-cutanée, hein, c'est ça, qui récolte des données. Voilà, c'est quelque chose, vous l'avez dit, qui atteint la chair, donc j'imagine que ça ne peut être que exceptionnel, tellement c'est attentatoire quand même au corps. Et maintenant, après, voilà, une puce sous-cutanée permettrait de collecter des données encore une fois, qui seraient, vous évoquez la consommation d'alcool, donc on aurait une personne dont on saurait qu'elle a une problématique alcoolique, et là, ce jour-là, elle va avoir, on aura un taux X de présence d'alcool dans le sang. Qu'est-ce qu'on fait de cette donnée-là après ? Puisque, voilà, il y a un certain nombre de fois, il y a des personnes qui sont convoquées dans mon bureau, je n'ai pas besoin d'avoir une puce sous-cutanée pour savoir qu'elle a consommé de l'alcool avant de venir dans mon bureau. Pour autant, c'est une personne qui a un casier judiciaire rempli de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, qui est soumis à une obligation de soins, je le sais. Vraisemblablement, la problématique alcoolique, elle n'est pas réglée, mais ça, parce qu'on sait très bien que c'est une vraie problématique, et pour autant, elle ne va pas se régler du jour au lendemain. Alors d'accord, la puce sous-cutanée va nous donner un dosage, très bien, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on va en faire ? Si c'est pour me confirmer que cette personne a un vrai problème avec sa consommation d'alcool, voilà, pour autant, je ne vais pas dire c'est un échec. La surveillance électronique ou même toute autre mesure de milieu ouvert est un échec, et à ce moment-là, il y a une révocation, incarcération qui va être la solution miracle à cette problématique alcoolique. Voilà, encore une fois, c'est un recueil. Alors, en plus, compte tenu de l'atteinte que ça porte au corps, on aura des données, encore une fois, supplémentaires. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ces informations ? Je pourrais me faire l'avocat du diable, je ne dirais pas des industriels qui pourraient vendre ce genre de technologie, bien sûr. Ne prêtez pas ce genre de pensée. Mais on pourrait présenter ça comme un progrès dans la mesure où ça peut être aussi dissuasif, puisque c'est un terme et un concept qu'on utilise à maintes reprises depuis des années autour de énormément de mesures qui tournent autour de la sécurité. Est-ce que ça ne peut pas être un effet dissuasif ? Le fait de savoir que sa propre consommation ne peut pas être masqué à aucun moment. Est-ce qu'en soi, c'est pas quelque chose d'intéressant malgré tout ? Très clairement, comme vous disiez, c'est un acte intrusif, donc un acte médical qui va récolter un certain nombre de données médicales. Et très clairement, actuellement, on est sur une médicalisation de toute façon alors je vais rester sur l'application de la peine, hein, mais où on fait rentrer le médecin maintenant partout. Que ce soit un psychologue, que ce soit un médecin coordinateur, que ce soit... Enfin voilà, donc c'est aussi une vraie problématique. On est sur quelqu'un, si c'est un vrai problème alcoolique, quelqu'un de malade, et je ne suis pas sûre que la dissuasion, de toute façon, pour en terminer avec votre proposition, puisse se régler de toute façon de ce fait-là. Monsieur Royer ? À part effectivement éviter, contourner le non-dit et je dirais... le refus de délit de la personne, parce qu'objectivement, il y a un constat, parce que je sais que dans certains pays, les bracelets électroniques peuvent détecter en temps réel, je dirais, l'alcool ou la drogue, mais à part ça, je dirais que voilà, c'est un constat factuel à monter, et que ça doit pouvoir s'accompagner, mais avec peut-être pas un objectif premier qui est de sanctionner, c'est véritablement d'accompagner la personne sur les fragilités, sur une consommation. Je sais que certains pays sont partis avec cette idée-là, au regard de certains appareils électroniques. Merci. Oui, justement. Moi, je me pose la question du cadre juridique dans lequel ça pourrait. Quand je dis cadre juridique, je me place en termes de sens. Est-ce que ce serait une peine ? Est-ce que ce serait une mesure de contrôle ? Est-ce que ce serait une mesure de sûreté ? Est-ce qu'il faudrait recueillir l'accord de la personne ? Pour des mesures aussi
entre guillemets, peu attentatoire que le travail d'intérêt général, on recueille l'accord de la personne. Pour implanter une puce à l'intérieur d'un corps, faudrait-il recueillir son accord? Et s'il ne donne pas son accord, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est pratique à New York, 1200 personnes aujourd'hui à New York ont des puces implantées, sont en exécution de peine. C'est pas le futur. Non, j'entends bien, mais je veux dire, dans le cadre qui est à la fois le cadre juridique, mais aussi le cadre moral, le cadre social qui est le nôtre, comment ça viendrait s'imbriquer avec le reste de notre pénalité, de nos mesures de contrôle, de nos mesures de sûreté. Et pour qu'une mesure soit efficace, on le sait tous, quel que soit l'endroit où on se situe, pour qu'une mesure soit efficace, il faut qu'elle soit comprise et acceptée. C'est pour ça que je parle de l'accord de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui accepterait qu'on lui implante ça, on peut déjà considérer qu'il a une prise en compte de sa propre problématique, je pense, par rapport à l'alcool. Est-ce qu'on n'a déjà pas fait la moitié du chemin, et à ce moment-là, est-ce qu'on a besoin d'une puce? Enfin, je trouve que ça pose tout un tas de questions qui sont juridico-sociales et de cadre dans lequel ça s'inscrit par rapport à l'ensemble du système, au-delà de l'aspect éthique qui est de fourrer une puce sous la peau de quelqu'un. Accessoirement. Merci maître. Le temps, je crois, est passé, enfin il arrive pour vous passer la parole, on va vous offrir la possibilité d'échanger sur les différents sujets qu'on a pu aborder. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, je voulais recueillir l'avis de ma collègue juge d'application des peines sur ce qui a été évoqué par Maître Bianchi, à savoir, pour les longues peines, d'avoir un premier protocole de 5 sorties probatoires, puis après une mise en place d'un placement sous surveillance qui est vécu, semble-t-il, comme une régression, puisqu'au départ, la personne a très peu d'entraves, ou quasiment pas, et puis tout d'un coup, elle a une entrave même limitée, mais qui reste réelle, et qui est vécue comme une régression. Comment peut-on expliquer ce protocole dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a forcément une logique, mais que je ne perçois pas, n'ayant jamais exercé ces fonctions et ni été confronté au problème? Alors, moi, je peux que confirmer déjà de ce que vous disiez, à savoir que c'est vécu comme une régression, enfin, notamment lors de mes participations en TAP, en tribunal d'application des peines. Je confirme ça que c'est quelque chose qui est souvent mal vécu, le fait d'envisager le placement sous surveillance électronique alors même qu'il y a eu ces permissions. Mais oui, enfin, notamment pour les détenus centres de détention, longue peine, oui, bien sûr. Enfin, les permissions de sortie préalablement à l'octroi de mesures, je pense notamment libération conditionnelle avec mesures probatoires préalables, c'est la pratique. C'est la pratique avec la progression que vous expliquiez, c'est-à-dire une journée, 2 journées à distance, un accompagnement, sans accompagnement, voilà. Maintenant, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans la plupart du cas, en tout cas c'est les situations auxquelles je pense, c'est plutôt, on s'inscrit aussi dans une perspective à plus long terme de libération conditionnelle où là on retrouve cette liberté dans les mouvements et qui va permettre un petit peu d'envisager plus sereinement le placement sous surveillance électronique comme n'étant qu'une mesure effectivement temporaire. Après, comment on le justifie, ce placement sous surveillance électronique? Mais moi je ne vois pas d'autre sens que de dire ça va faire partie de l'exécution de la peine. C'est une contrainte supplémentaire qu'on vous met, parce que pour voir dans quelle mesure vous êtes à même de respecter un cadre qu'on va fixer, puisque effectivement il y a déjà eu des sorties qui se sont faites sans ce contrôle, sans cette surveillance électronique, qui ont pu très bien se dérouler, puisqu'on va plus loin dans l'aménagement de peine. Donc voilà, il y a eu des permissions où le condamné était libre, sans surveillance électronique. On lui met à un moment donné un placement sous surveillance électronique et là, je ne vois pas d'autre explication, de justification que le fait de dire monsieur, est-ce que vous êtes en mesure de respecter un cadre qui est fixé judiciairement? Alors, j'aurais tendance à dire que c'est un peu une justification a posteriori. Je pense très sincèrement que le système d'aménagement de peine a été conçu avant qu'il y ait l'obligation de bracelet électronique pour les personnes condamnées à des longues peines. Ça veut dire que tout le système s'est mis en place de telle sorte qu'on avait, avant que ça n'existe,
des permissions de sortir, et puis ensuite les gens sortaient en aménagement de peine. La question ne se posait pas. Et puis est venu s'intercaler l'article 730-2. Et puis avant, c'était, je ne sais plus, 720-4, quelque chose comme ça, concernant les perpètes. Donc c'est venu s'intercaler en cours de route. Et je pense qu'il n'y a pas de logique à chercher dans le système. Je pense que comme un certain nombre de nos lois pénales, on est juste dans le millefeuille. Et que je peux essayer de justifier auprès des condamnés dont je m'occupe que si ça a une pertinence, mais vous inquiétez pas, on a toujours confiance en vous, j'aurais toujours un peu l'impression de leur raconter des cracks. Parce que, très sincèrement, pour en discuter avec des juges d'application des peines, quand beaucoup parce que pour les condamnés en peine, il y a souvent beaucoup de permissions. Hein. Quand la confiance s'est établie, je pense qu'un certain nombre, s'ils le pouvaient, procéduralement parlant, n'appliqueraient pas une mesure de PSE probatoire. Parce que c'est bon, on a compris, ça va marcher. Le type, il est retourné dans le droit chemin, il n'y a pas de souci. On est un peu victime de ce truc-là, et moi je suis toujours extrêmement gênée en la matière, mais comme dans beaucoup d'autres matières, quand le juge, quel qu'il soit, pas seulement le juge d'application des peines, n'a pas toute l'attitude pour déterminer ce que sont les mesures les plus pertinentes. Et là, en l'espèce, c'est le cas. Ça s'impose aux condamnés, ça s'impose aux juges également, il n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc c'est pour ça aussi, je pense que c'est souvent la mesure à minima, la mesure d'1 an qui est choisie. Parce que on doit la prononcer, puis voilà, c'est comme ça. La logique serait peut-être que lors des premières permissions de sortie, il y ait déjà ce placement sous surveillance électronique, sauf que matériellement, c'est juste impossible. Donc voilà, ce serait éventuellement la logique, mais c'est matériellement pas possible que pour une journée... soit la logique, soit le faire pour toujours cette idée de liberté du magistrat, le faire quand on pense que c'est nécessaire parce que les personnes sont un peu plus fragiles que d'autres. Et puis quand on pense qu'effectivement on peut accorder la confiance comme ça s'est fait depuis que le JAP existe, eh bien à ce moment-là lâcher son bracelet parce que c'est l'office du juge que de déterminer ce qui est utile ou pas. Juste pour compléter, c'est préconisé par le rapport de la commission de Bruno Cotte qui a été rendu il y a un peu de temps par au garde des Sceaux, donc on verra bien. Oui, Patrick Descamps, avocat à Angers. Dans la pratique, il n'y a pas besoin de contrainte spéciale dans les permissions de sortie, parce que la contrainte, c'est de rentrer justement dans l'établissement. À partir du moment où il faut quelques permissions de sortie qui soient bien passées et qu'on soit rentré, justement, qu'il y ait le préalable et qui porte sa contrainte dans la permission elle-même et dans le retour. Maintenant, je voudrais demander à monsieur le directeur du SPI qui nous explique, parce que il fut une époque où c'était nous, les avocats, qui faisions les demandes d'aménagement devant le juge de l'application des peines. Maintenant, c'est le SPIP qui quasiment instruit les dossiers avec les condamnés, et on nous convoque d'ailleurs devant la commission après, au moment de l'audience. Alors, quel est votre rôle exact? Quels sont les critères qui font que vous vous adressez à certains détenus, vous leur préparez les dossiers de conditionnel ou les dossiers d'aménagement de peine? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un petit peu, les initiatives que vous prenez vous-même en détention pour amener certains à solliciter des mesures d'aménagement de peine? Déjà, toute personne incarcérée a rencontré dès son arrivée, et donc un état, je dirais, de sa situation est établi. Ensuite, au regard, je dirais, de la longueur de la peine, d'éléments matériels, de l'envie aussi de la personne de pouvoir sortir et de manière prématurée de la détention en aménagement de peine, ça se fait au long cours. Enfin, c'est une évaluation de la situation au fil de la détention. Les choses se travaillent. On ne peut pas le faire de manière forcée. Soit certaines personnes sont déjà très bien insérées, elles n'ont pas finalement besoin plus que cela de nos services pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait du lien ou un travail de réflexion avec d'autres partenaires, privés ou associatifs ou institutionnels, pour travailler au long cours sur leur projet. Pour ceux qui n'ont strictement rien en termes d'hébergement, de travail, là nous travaillons pas seuls, mais nous travaillons effectivement avec un certain nombre d'acteurs du département pour pouvoir apporter les meilleures réponses, justement pour que la sortie se fasse de la manière la plus constructive possible. Mais voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si je réponds pleinement à votre interrogation. En tous les cas,
l'avocat a encore toute sa place. Certes, ce n'est pas la majorité des cas où l'avocat accompagne, je dirais, son client dans une démarche d'aménagement de peine. Ceci étant, parfois cela arrive, mais c'est vrai que ça devient peut-être un peu plus marginal que ça a pu l'être il y a quelques années, mais je pense qu'il y a aussi toute une structuration, une démarche qui s'est faite en termes de place de l'administration pénitentiaire, d'engagement aussi des partenaires, pour justement être beaucoup plus à l'écoute et engagés pour apporter des réponses pour la sortie de prison des personnes. Voilà, que ce soit dans un système de droit commun ou par la construction de dispositifs plus particuliers ciblant de manière particulière les détenus. Je crois qu'on a une question, madame, je vous en prie. Oui, merci. Virginie Broussébert, avocat au barreau de Vannes. J'aimerais revenir sur ce que vous avez expliqué, sauf à ce que j'ai mal compris. Vous avez parlé de 1200 personnes à New York qui étaient avec des puces électroniques. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer dans quel cadre juridique, pour quel type d'infraction, quel type de condamnation, et dans quel cadre on leur implante effectivement ce genre de puces? Donc, je n'ai pas malheureusement tout ce détail-là. En revanche, je fais référence et je vous renverrai à Radio-Canada, qui a diffusé tout récemment un article qui nous a d'ailleurs alerté sur la demande d'une municipalité d'implanter des puces intracutanées qui faisait elle-même référence à cette pratique à New York qui a lieu aujourd'hui. Donc je me permettrai de vous répondre qu'a posteriori, une fois que j'aurai effectivement cette source-là. Sauf erreur de ma part, donc le Canada, qui est un peu précurseur en matière de bracelet électronique, pour avoir une petite sœur qui a fait sa thèse en plein loi de Perben 2, 1, 3, enfin bon, ça a été un peu l'horreur, au Canada, sur les infractions sexuelles, notamment par rapport à la castration chimique, etc. Enfin, dès lors qu'il y a atteinte, pardonnez-moi, à l'intégrité physique de la personne, de toute façon, il y a forcément une autorisation, me semble-t-il, à recueillir de la personne. Ça me paraît évident. Et puis, de toute façon, voilà, ça fait partie, effectivement, comme vous le disiez très justement, Madame Lanqui, c'est-à-dire que ça fait partie, effectivement, du processus aussi de réparation. Si on a en face quelqu'un qui ne veut pas se soigner, on ne peut pas y arriver. Et c'est pareil, lorsque vous indiquiez, alors, je vais parler en matière d'alcoolémie simplement, je mettrai de côté stupéfiant, cannabis, qui sur notre territoire est interdit. Par contre, le problème de l'alcool et de l'alcoolisation d'une personne, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas interdit de boire. Donc, de toute façon, contrôler le taux d'alcoolémie en soi d'une personne n'a pas tellement effectivement d'intérêt. Je rejoins ce que vous indiquiez, Madame le juge. C'est vrai, qu'est-ce que l'on va en faire? Et là aussi, c'est toujours le même problème, et c'est toujours ça aussi sur l'accompagnement d'une personne. On le voit sur nos clients récurrents qui nous rappellent toujours sur le même problème. Tant que ces gens-là ne veulent pas se soigner, on ne peut pas non plus soigner quelqu'un contre son gré. Par contre, effectivement, pas conduire en état d'alcoolémie, d'alcoolisation trop forte, ne pas se retrouver effectivement sur la voie publique en état d'ivresse, oui, ça, d'accord. Voilà. Mais je ne pense pas qu'effectivement, implanter ce genre de puce juste pour contraindre quelqu'un, voilà. Très bonne intervention, merci. D'ailleurs, je dirais l'administration pénitentiaire, au même titre que d'autres structures partenaires, travaille aussi pas uniquement sur la relation duel pour accompagner la personne dans la réflexion qu'elle peut avoir et évolutive, je dirais, dans son parcours de vie, mais il y a aussi des actions collectives que l'on appelle maintenant de manière commune programme de prévention de la récidive, où justement, entre pairs, on les accompagne, on les fait réfléchir, on les fait évoluer aussi sur le passage à acte et les faits pour lesquels ils ont été condamnés. Enfin, voilà, c'est pour répondre aussi à monsieur à droite, il y a une réponse matérielle, mais il y a aussi un accompagnement, une maturation, je dirais, de la personne tout au long de sa condamnation, si elle le souhaite. C'est pareil, il n'y a pas d'obligation en tant que telle, quoi. Une dernière question, une dernière intervention, parce que je crois qu'on a atteint le seuil, la limite. Avant-dernière question. Président. Bonsoir. Lionel Assensi, conseiller référendaire à la Chambre criminelle, mais surtout ancien président de Chambre correctionnelle au Mans. Nous sommes sans doute quelques collègues à avoir pu constater qu'en dépit du fait que la loi impose dorénavant ab initio, en première intention, de prononcer l'emprisonnement avec un désagrément de peine, alors que de nombreux collègues, c'était le cas notamment dans la Chambre que j'ai présidée pendant 2 ans, expriment une certaine volonté de bien faire en la matière. Nous avons été notamment assez moteurs sur la contrainte pénale, par exemple, et nous avions le même projet de juridiction incluant le parquet en la matière.
On a constaté en revanche que parfois nous étions davantage moteurs que certains avocats. Comme s'il y avait, et ce sera l'objet de ma question, de la part des avocats, une difficulté à défendre et à défendre vraiment, tout en proposant un aménagement de peine ad initio, au point que nous avions mis en place au Mans, en accord avec le SPIP, une pratique consistant en amont, au terme de discussion avec le parquet, à demander des enquêtes sociales rapides, même dans les cas où la loi ne le prévoit pas, afin d'être en mesure de proposer quelque chose au niveau du parquet, de prononcer quelque chose au niveau du siège, parce que nous savions que nous n'aurions pas ces éléments dont on a besoin venant de l'avocat de la défense. La question est la suivante: y a-t-il véritablement, et pourquoi pas, une difficulté en termes de posture pour l'avocat de la défense à être moteur en la matière? Je démarre et je pense que je vois Delphine qui était prête à démarrer. Je pense que quand vous parlez de posture, vous n'avez pas tort. Je pense que culturellement, l'avocat de la défense espère toujours que son client sera relaxé ou acquitté. C'est comme ça, il a été bâti comme ça depuis tout petit, et je pense que ceci imprègne, y compris les jeunes générations, mais moins. Et je pense que discuter de la peine a longtemps été très compliqué pour les avocats. Parce que c'est quelque part admettre qu'on n'arrivera pas à faire relaxer ou à faire acquitter. Des fois contre tout bon sens, mais enfin, c'est comme ça. S'y ajoute une autre difficulté, c'est que dans notre formation, il n'y a aucune formation à l'aménagement de peine. Ni même, je dirais, à quelque chose qui est plus ancien, plus pratique, l'exécution de peine. Qu'est-ce que l'exécution de peine? Comment ça se met à exécution? Que fait le parquet? Que fait le parquet à l'exec? Enfin, tout ça, ça n'existe pas dans notre formation. Moi, je suis avocat depuis 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai bénéficié avec joie et bonheur, durant une année de scolarité, de 3 heures. Le juge d'application des peines est venu pendant 3 heures. Je n'ai pas le sentiment que ça soit fondamentalement amélioré à l'école de formation du barreau à Paris. Donc, manque de formation, culturellement compliqué, font que ça n'est pas naturel. Ça change, très sincèrement. Ça change, et j'aurais tendance à dire à partir de nos générations. Je suis méchante pour Delphine parce que je suis plus vieille qu'elle. Mais voilà, à partir de nos générations, ça a commencé à changer. En fait, aussi curieux que ça puisse paraître, nous sommes les enfants de Père Ben II. Parce que c'est la loi Père Ben II qui a ouvert le terrain de jeu de l'aménagement des peines aux avocats, qui ne s'en sont pas emparés immédiatement, bien évidemment. Parce que c'est technique, c'est très technique l'aménagement de peine, parce qu'il n'y a pas de formation, parce que ça veut dire aussi travailler avec d'autres gens. Moi qui ne fais que de l'aménagement de peine aujourd'hui quasiment à 90% de mon temps, je travaille avec l'administration pénitentiaire, je travaille avec les magistrats, mais ça culturellement c'est compliqué. C'est-à-dire que le travail en partenariat, en tout cas tel que je le conçois, que suppose l'aménagement de peine, et en particulier pour les longues peines, mais pas seulement, n'est pas non plus inscrit dans les gènes des avocats. C'est pas leur manière de travailler. C'est compliqué de dire à un avocat, là tu vas aller défendre mordicus face à une chambre correctionnelle, pas toujours sympathique, mais quelquefois pas hostile, mais qui en tout cas fait son boulot. Tu vas devoir défendre, et puis ensuite tu vas devoir aller travailler avec le juge d'application des peines pour essayer de monter un projet, avec l'administration pénitentiaire qui contraint ton client. C'est quand même assez... Enfin, c'est une posture qu'il faut adopter parce que c'est l'intérêt des personnes qu'on défend, parce que c'est l'intérêt de la société, parce qu'un aménagement de peine réussi, c'est un type qui ne retombe pas au trou, et c'est donc quelqu'un qui ne refait pas de dégâts dans la société, donc c'est une excellente chose pour tout le monde, mais c'est compliqué à infuser petit à petit. Ceci dit, et je pense que Delphine doit être comme moi, quand on fait une formation à des jeunes avocats, généralement, quand on sort, ils veulent tous faire comme nous. Ils veulent tous faire que de l'aménagement et application des peines. Parce qu'ils ont tous compris que l'individualisation de la peine, c'était là que ça se passait et pas ailleurs. C'est pas dans une audience de comparution immédiate qui commence à 13h et qui finit à 23h. Faut pas rêver. C'est matériellement pas possible.
Donc ça commence à venir. S'oppose aussi un certain nombre d'autres problèmes tout bêtes, et je pense que j'avais dû l'évoquer la dernière fois que je suis venue, qui sont des problèmes matériels. Il est vrai que quand on arrive à l'audience correctionnelle, c'est vrai que j'en fais quasiment plus, mais on n'a pas toujours les éléments qui permettraient de défendre un aménagement, surtout en comparution immédiate, surtout quand on est saisi au dernier moment par des clients. Donc ça, c'est aussi Et puis un autre aspect matériel qui touche là, par contre, les personnes condamnées et les personnes longue peine, c'est les moyens. Parce qu'une défense de qualité, c'est aussi des moyens. La mobilisation qui peut exister autour d'une personne qui va passer aux assises, qui va passer en correctionnel, qui fait que tout le monde va casser sa tirelire pour qu'il ait un avocat de qualité et une défense de qualité, pour nous qui défendons des gens qui sont incarcérés depuis 10, 15, 20, 30 ans, et plus si affinité, les gens prêts à casser la tirelire, il n'y en a plus tellement. Hein. Alors c'est pas que nous ayons des goûts de luxe et nous sommes des nantis, mais pour autant, une défense de qualité, c'est du temps. C'est du temps. Donc, et c'est l'éloignement. Delphine et comme moi, on passe notre vie dans les trains et dans les avions, dans les voitures, à aller courir aux quatre coins de la France pour voir nos clients. Donc tout ça fait que, de la part des magistrats, et je le conçois très bien, il m'arrive d'intervenir à l'ENM face à des magistrats, des jeunes magistrats ou des magistrats en conversion pour devenir juge d'application des peines. Il y a une déception d'un certain nombre de juges d'application des peines ou même de présidents correctionnels en disant « mais vous êtes où ?» Ça vient, doucement. Non, alors, tu as tout dit, je comprends pourquoi tu voulais prendre le micro la première. Je vais nuancer quand même parce que je pense qu'on ne plaide pas toujours la relaxe et l'acquittement et qu'en réalité, ça nous arrive et je pense que ça viendra de plus en plus de plaider la peine. Et là où je te rejoins, alors je suis peut-être plus jeune que toi, mais plus âgée en termes de... C'est moi, je suis née finalement professionnellement avec la loi Guigou de 2000 et l'entrée dans l'application des peines et la création de la juridictionnalisation de l'application des peines. Mais on a maintenant de plus en plus de formations. On a de plus en plus... Alors, vous étiez à Angers, moi je plaide l'aménagement de peine quand je sais qu'il y a forte chance qu'il y ait un mandat, enfin, qu'il y ait en tous les cas de l'emprisonnement ferme qui soit envisagé par la juridiction, mais j'ai pas des magistrats en face de moi qui vont aménager ab initio. Ça m'est arrivé 2 fois depuis que je la plaide, et notamment parce que on a aussi des JAP assez réfractaires. Moi j'ai rencontré beaucoup de JAP qui disent à leurs collègues de correctionnel, gérez pas trop, ça va être compliqué pour nous de gérer les dossiers que vous allez nous renvoyer en ab initio. Et donc, c'est véritablement, après, j'imagine, au sein de la juridiction, aussi un travail qui doit être fait. Et là, pour le coup, juste l'exemple, j'ai eu une semi-liberté qui a été prononcée au mois de février, et la personne repart donc avec ses 18 mois fermes. Il n'était pas en état de récidive, ses 18 mois fermes avec semi-liberté, et on sait qu'il ne va pas rentrer en semi-liberté avant 4 ou 5 mois de toute façon. Donc voilà, après, je pense qu'il y a aussi des problèmes de cohérence au sein de la juridiction et de dialogue entre vous, mais que nous, de toute façon, ça va se plaider de plus en plus parce qu'on intervient quand même de plus en plus, que ce soit à l'école de formation du barreau. Maintenant, il y a des Master 2 qui se créent autour de la pénologie, donc je pense que l'exécution des peines va prendre aussi de l'ampleur à l'université et dans les écoles des avocats. Je crois que vous évoquez effectivement la question de l'aménagement de peine ab initio. Alors c'est curieux parce qu'on a été sollicité par plusieurs juridictions pour mettre en place des enquêtes sociales rapides approfondies, avec notamment des investigations très détaillées sur les temps de trajet, emploi, domicile, enfin. Donc on est prêt, je veux dire, techniquement, mais ça ne prend pas. C'est-à-dire qu'on a été sollicité au niveau 0 dans les plus grandes juridictions de France sur ce sujet-là. Alors que je veux dire, tout le monde est prêt. Je pense que le sujet, le problème, il est multiple, il est complexe, effectivement. C'est pas nécessairement du côté que des avocats ou nécessairement que du côté des magistrats. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, à concevoir et à travailler un peu plus collectivement. Parce que la loi est là, les outils sont là, il y a plus qu'à, mais effectivement, dans les faits, on ne voit pas quelque chose se concrétiser de manière palpable, et c'est bien dommage. Oui, alors, juste 2 petites minutes, pardonnez-moi, je me permets d'intervenir sur mes 2 consoeurs, leurs interventions, et merci de la nuance. En ce qui me concerne, j'ai 20 ans d'exercice professionnel. J'ai toujours, forcé peut-être les portes de mes magistrats, intervenant dans des juridictions de taille moyenne, Tours, Vannes,
Je pense qu'effectivement, peut-être que quand on est à Paris, on est dans d'autres structures plus importantes où la relation effectivement est très différente, mais très sincèrement, sans faire que du pénal et certainement pas que de l'application des peines dans des barreaux de province, nous avons des activités assez variées. Je peux vous assurer que les demandes d'application de peine, alors effectivement, on ne les fait pas tout le temps. Alors pour vous répondre, on prend des initiatives, bien entendu, et nous avons des juges d'application des peines, et notamment à Vannes, 2 juges d'application des peines qui sont très, très à l'écoute effectivement des demandes que nous présentons dès lors qu'elles sont effectivement motivées, qu'elles sont appuyées de documents. Mais comme je le disais, et même pour revenir à votre problème de bracelet électronique et de placement, puisque nous discutait avec ma consoeur sur des dossiers que nous avions, c'est aussi un pari. Dès lors que l'on demande un bracelet électronique pour un de nos clients, c'est aussi le pari. Comme je dis à chaque fois que je fais l'application des peines, attention, je prends un risque, mon client me le demande, mais je prends un risque parce qu'effectivement, on a eu aussi des cas de personnes qui l'ont coupé, qui n'ont pas respecté. Et là, pour le coup, on se retrouve effectivement dans des situations effectivement extrêmement compliquées. Donc, c'est pas si simple. Mais en tout état de cause, alors, il y a 20 ans, effectivement, j'avais 6 mois d'école et concrètement, on passait plus de temps à faire la fête qu'à être à l'école. Donc je ne parlerai même pas de formation, d'application des peines en la matière, il n'en était même pas question. Mais en tout état de cause, je pense que dès le départ, en tout cas dans nos exercices professionnels, et peut-être reste le fait de petites juridictions, encore une fois, avec effectivement un rapport très proche avec le magistrat, ça, moi en tout cas, ça ne m'a jamais vraiment posé de problème. Voilà. Il y a 20 ans, en fait, le rôle de l'avocat n'existait pas à l'application des peines. On est d'accord. Enfin voilà, pas au départ, c'est très récent aussi, donc ça va être des choses qui vont se mettre en place. C'est la loi de 2000 qui nous ouvre les portes des débats contradictoires. Mais c'est à nous de prendre donc ces maintenant, à nous, initiatives. évidemment. Mais de toute façon, enfin, c'est aussi un droit qui est très récent. Bien, je crois que le temps est venu de remercier les intervenants. Voilà. On va passer l'aspirateur dans pas très longtemps. Merci à tous. Merci infiniment à nos intervenants. Je me disais que passer en fin d'après-midi comme cela, c'était pas forcément facile. Vous avez, je crois qu'on peut le dire, capté l'attention et vous nous avez dit des choses absolument passionnantes. Merci à vous 5. 2 mots pour demain. On va s'interrompre à cet instant ce soir. Cité de l'objet connecté, je le rappelle pour ceux qui suivent jusqu'au bout, en face Parc des Expositions à Angers, café d'accueil vers 8h15, 8h30, 9h on débute nos travaux, 2 tables rondes, une consacrée à la cybercriminalité, l'autre à la société surveillée, à la généralisation de la surveillance. Il y aura beaucoup d'animations demain, au sol et en l'air. À demain.